on connaît nos limites. Ce que je disais avant, quand je disais on a changé de domaine, etc., on n'est pas des spécialistes de base des granulés. Maintenant, on connaît quand même pas mal de choses. On n'était pas des spécialistes à la base de biomasse, de haies, d'agroforesterie, on a suivi des formations, etc., mais on n'a pas 20 ans d'expérience dans le domaine. Par contre, on est des spécialistes dans le je sais déployer un projet lié à la transition énergétique. Et donc, vous êtes bien positionné dans la chaîne de valeur par rapport à l'écosystème. C'est ça. Quelle valeur vous amenez au final. Exactement. Et savoir ses limites, ça nous a permis quand même de nous dire ok, ça je sais pas faire, faut que je me fasse encadrer, quoi. Bienvenue sur Les Visionnaires, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs du Grand Est. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Najar, CEO de la start-up Melia. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe, du projet que vous avez monté avec Lucas donc. Bien sûr. Je m'appelle Mathias, bonjour Alban, merci pour l'invitation. J'ai 33 ans, je suis ingénieur et je suis cofondateur de Melia, que j'ai cofondé donc avec Lucas Lindecker, qui a un parcours assez similaire, j'y reviendrai. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs aussi un troisième associé qui s'appelle Aurélien. Je présente Melia en 2 mots, parce que j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Melia, on est une start-up industrielle qui vise à produire des granulés pour le chauffage, pour les réseaux de chaleur collectifs. Mais donc les granulés, c'est des pellets aussi, c'est des condensés de bois. La particularité, l'innovation là-dedans, c'est qu'on produit ces granulés non pas à partir de bois forestier, mais de la fraction bois des déchets verts. Donc on valorise une ressource peu exploitée, on est dans l'économie circulaire et j'en dis pas plus parce que sinon je vais partir encore très loin. Alors tu me dis économie circulaire, produits issus de déchets bois. On est production d'énergie, avec les énergies donc de renouvelables du coup. Donc on peut penser qu'on est dans un élément très en phase avec les besoins du moment, avec les politiques publiques, les enjeux privés. Donc on pourrait s'attendre à ce que votre projet trouve une autoroute devant soi pour se déployer. Est-ce qu'au final il n'y avait pas d'autres petites barrières un peu inattendues, des choses qui vous ont surprise dans le déploiement du projet qui est toujours en cours bien sûr? Si, complètement. C'est vrai alors on y reviendra, je pense, sur l'engagement, mais nous, on est une start-up, on dit souvent à impact. C'est un peu dans le moteur de Melia. Et du coup, on a des retours souvent positifs sur ce qu'on fait dès lors qu'on a réussi à convaincre, à expliquer ce qu'on fait, notamment dans le grand public. Mais on a aussi parfois des barrières, notamment sur les parties fonds spécialisés, parce que surtout on est une start-up industrielle, donc on est une start-up, mais en même temps on est dans l'industrie, donc on n'est pas forcément en ligne avec les attentes de certains fonds qui ne font en fait encore que du digital, même s'ils disent autre chose. C'est une question de fonds plus industriels ou fonds qui visent des projets plus environnementaux ou comme vous êtes industriel, ça colle pas vraiment. À l'inverse, industriel mais impact environnemental, du coup, on n'est pas vraiment dans le scope. Non, l'impact environnemental, c'est ce qui est recherché et l'industrie d'ailleurs aussi, mais je pense qu'on n'a pas encore complètement basculé dans ce nouveau monde où on est bien conscient qu'il faut se réindustrialiser, qu'il faut se réapproprier ces technologies de transformation de ressources pour couvrir nos besoins, être plus indépendants. Et donc, il y a des fonds qui se targuent, on va dire, de vouloir miser sur ça, mais qui, en fait, n'ont pas encore vraiment modifié leur logiciel et restent encore dans une logique très liée à plutôt des startups liées dans le digital, comme on disait autrefois, dans l'IA aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas tout à fait compatible. Pour donner un exemple un peu plus concret, dès lors qu'on bascule dans une startup industrielle, on est forcément sur des capex autres que si je montais une boîte avec juste des besoins, on va dire RH, et j'ai un logiciel et je peux tout de suite être beaucoup plus scalable. Là, c'est pas du tout la même logique, mais ça se fait quand même tout à fait très bien, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait abandonner ces valeurs écologiques pour lancer ce genre de projet, avoir un produit qui a une vocation écologique, mais par contre devoir modifier ses valeurs pour s'adresser à ses partenaires? Non, je pense pas, absolument pas. Au contraire, nous, ça a été, on est parti de ça. Hein. Nous, on avait à cœur en fait de créer quelque chose qui ait de l'impact. Et ensuite, on a gravité autour de ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut quand même bien garder les pieds sur terre et parfois même s'affranchir de se dire ça y est, on a un projet qui marche bien, qui a de l'impact, qui est écolo, qui remplit une mission. Parce qu'on est une entreprise à mission, par exemple, on vise à décarboner, mais il n'y a pas que ça. Avant tout, si on crée une boîte, il faut avoir quelque chose qui est tout simplement viable. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va viser des 90% de marge ou autre, mais il faut avoir un truc qui tourne, tout simplement. Parce que les clients, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine,
même s'ils sont très intéressés par le côté écolo, impact, parce que c'est nécessaire, parce que parfois même ils y sont presque contraints par les réglementations, etc. Ce qui les séduit avant tout, c'est des arguments aussi beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus classiques, le prix, la qualité, les délais, etc. Donc il faut un peu aussi s'affranchir de tout ça, quoi. D'accord. Donc tu me disais, toi, à 33 ans, Lucas, pas loin. Ouais, 34. 34. Ouais. Lucas, 34. Ce projet, vous l'avez commencé il y a 2 ans, à peu près. Vous l'avez démarré il y a 2 ans. La boîte a un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, Ouais. voilà. Donc vous avez eu un parcours avant d'arriver, avant de lancer Melia. Vous avez quelque chose, des éléments alors de valeur, des parcours qui ont conduit à déclencher ce projet. Donc il vient d'où ce projet ? Alors, c'est une longue histoire. J'ai pas, on est là pour en parler. J'ai pas forcément, on va dire, le storytelling avec un grand déclic. En gros, Lucas et moi, on a des parcours assez similaires. On est tous les deux ingénieurs originaires du coin. On s'est rencontrés en prépa. On a fait nos classes ensemble à l'école centrale à Paris et dans une option énergie. Et en fait, vers la fin de nos études, on a commencé à s'intéresser à ce gros machin qui était le changement climatique, parce que tout simplement, on avait des cours là-dessus, sur la comptabilité carbone, sur tout ça. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un sacré problème, comment y faire face. Sauf qu'à l'époque, donc là c'est à peu près il y a 10 ans, on était quand même sur une notion on avait une compréhension assez confuse, je pense, de ce qu'est le changement climatique. Ce qui est aujourd'hui, je pense, la compréhension qu'on a dans la société civile, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il y a un problème, mais de là à le quantifier, à savoir à quel point il y a un problème. Et savoir où agir. Exactement, et tout à fait, tu as entièrement raison, parce que justement, c'est d'ailleurs un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, tiens, il y a un souci, mais par contre, comment agir, c'est plus compliqué. Typiquement, si on se dit, je recycle mes cartons, c'est bon, je peux aller prendre un Paris-Tokyo, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, nous, on en était à ce stade-là, et depuis la fin de l'école et le début de nos carrières, on a continué à se cultiver sur le sujet, à regarder des conférences donc de Jean Covici, d'Aurélien Barraud, à suivre des cours, à lire moult rapports. Et ça, dans une logique, c'était coordonné, c'était voulu, c'était dans un objectif. Ouais, simplement, en fait, on se rendait compte qu'on partageait cette notion de... alors déjà, il y a un truc, on ne comprend pas tout, donc il faut qu'on tire la pelote, et surtout, en filigrane, on sait aussi quand même qu'il y a ce problème et que on est dans des domaines qui sont assez clés sur ce sujet, donc il y a forcément une question d'engagement derrière. On a envie de faire quelque chose là-dessus. Et tous les deux, on a commencé des parcours parallèles. Donc je peux les citer. Lucas dans Vinci Énergie, donc plutôt dans l'énergie du bâtiment, et moi chez eFluid, qui est une filiale du EM, dans l'informatique, on va dire, des réseaux d'énergie. On adorait nos jobs, on adorait nos boulots, mais il manquait ce caractère engagement. Impact. Est-ce qu'on résout vraiment ce problème qui commence à nous apparaître de plus en plus clair et de plus en plus quantifié au fil des années, parce que on se voit toutes les semaines, on suit des cours, etc. Et donc ces séances-là de culture se sont transformées en des séances de brainstorming maintenant qu'est-ce qu'on peut y faire, maintenant qu'on a un peu mieux compris le problème, qu'est-ce que modestement nous on peut y apporter, comment on peut décarboner avec un concept, avec ce qu'on disait avant, qui soit un peu viable, quoi. Et donc là encore une approche très ingénieure, on brainstorm et puis à la fin on a une liste une soixantaine d'idées et puis on prend des critères bien établis et on les note, etc. Sachant que l'idée finale on l'a pas du tout retenue parmi ces trucs-là, mais voilà comment ça s'est transformé, quoi. Et alors l'idée finale, elle vient pas du tout de ce travail de screening total. Non, c'est terrible, mais ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Par exemple, que catapulter un avion, ça permet d'économiser du CO2, mais c'est pas si facile à faire. Ouais. Mais quand on est dans l'avion, c'est moins drôle. Oui, voilà, c'est ça. Mais encore que. Mais en tout cas, on en est venu aussi. Enfin, on s'est rendu compte dans ce parcours-là que si on était dans le tunnel carbone, comme on l'appelle parfois dans le milieu, c'est que on ne voit que la petite lorgnette de la décarbonation, alors qu'en fait, les enjeux sont beaucoup plus multiples et beaucoup plus liés. La biodiversité, les cycles de l'azote, et j'en passe. Et on s'est rendu compte, en lisant un rapport précis, qu'on avait une superbe solution. Alors, je ne vais pas juste dire les arbres, mais la plantation de haies permettait de résoudre pas mal de problèmes. Et c'était vraiment un objet un peu magique, tout simple, qui fonctionne, ça stocke du CO2, ça crée de la ressource, ça améliore la structure des sols, ça améliore la biodiversité, etc., etc. Et qu'on en avait perdu 1 400 000 km en France depuis le remembrement, etc. Et on s'est dit d'abord, tiens, c'est un objet qui répond à tout, faut qu'on en replante. Et donc on l'a fait, et on le fait toujours en associatif avec une asso qui s'appelle HVA, Et Vive d'Alsace, que je salue d'ailleurs. Mais pour passer à l'échelle, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Et donc on avait commencé à imaginer une boîte qui permet de financer la plantation de haies, un peu comme Ecotree, qui est une boîte qui fait ça avec des arbres en forêt, qui marche plutôt bien.
Et très vite, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Malgré des calculs assez poussés où on se basait sur des travaux de l'INRAE, qui est un laboratoire spécialisé, le modèle économique de la haie, c'est difficile à rentabiliser. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi. On s'est rendu compte que le bois qui venait des haies était très peu valorisé. Et en fait, plutôt que de s'intéresser à la plantation de haies, on a regardé l'existant, et puis pas seulement les haies, mais aussi les arbres en ville, dans les jardins, etc. Tout finissait à peu près en compostage. Donc on est allé enquêter sur le terrain, on a vu des plateformes, etc. Et on s'est rendu compte que il y a trop de bois dans ce mélange, il y a une ressource qui est assez peu valorisée et qu'on peut valoriser. Et donc, plutôt que d'essayer de planter alors que c'est pas rentable, on s'est dit on va essayer de structurer une filière de valorisation de ce bois-là. Et donc, on a testé plein de technos et on est arrivé sur la granulation qui permettait en fait de faire des mélanges et qui était suffisamment mature, suffisamment scalable. Et donc, là encore, une approche très ingénieure. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à aujourd'hui Melia, où en fait, on prend les flux existants de bois et on veut les transformer en des granulés, avec toujours en filigrane l'idée de dire si on arrive à remplir cette mission, on va créer un débouché économique qui incitera des territoires à replanter des arbres, à replanter des haies, pas juste pour faire joli, pas juste parce que ça a un aspect l'outil économique pour arriver à l'objectif final et retomber sur ses pieds. Exactement. Par rapport à créer de la ressource et puis continuer à décarboner. Sachant que ce qu'on fait aujourd'hui permet déjà de décarboner par le process, on pourra y revenir, mais c'est un peu ça l'idée très long terme qu'on défend, quoi. Alors, ce qui est un peu... les parcours d'entrepreneurs sont toujours assez intéressants, surtout dans leur évolution, les inflexions qu'on peut y trouver. Alors, c'est vrai que dans votre cas, on va dire, OK, c'est 2 gars de Centrale qui sont passés par des toutes petites entreprises du BTP, voilà. Et tout d'un coup, ils se mettent à découper des arbres et à faire des pellets avec des déchets verts. Voilà, c'est sympa. Donc, comment ça se passe en réalité quand on sort de filières et d'entreprises comme ça très structuré, avec des environnements très organisés, et que tout d'un coup, on se retrouve à transformer des écorces. C'est quoi le changement de posture ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Alors déjà, c'est vrai que ça fait un peu... même nous, on avait des petites dissonances cognitives, parce qu'on se dit, on a étudié pendant des années comment lutter contre le changement climatique, et finalement, on va brûler du bois. Mais c'est là qu'il faut s'affranchir parfois de ces trucs-là pour tout simplement faire des bilans les plus précis possibles et se rendre compte que ça. Et que... c'est cohérent, ça va dans le bon sens et que voilà, et c'est des choses d'ailleurs qu'on fait continuellement pour toujours s'assurer qu'on ne sort pas du chemin. Mais on arrive à ça parce que justement c'est une qualité et un défaut, mais c'est le parcours très ingénieur de en fait on calcule, on regarde et on est guidé par le besoin d'impact. C'est comme ça qu'on en arrive à ça et c'est comme ça qu'on sort de nos domaines. Parce que je fais plus spécialement d'informatique, Lucas fait plus spécialement de climatisation, d'électrification. Mais on sait qu'on avait besoin de ce truc-là, tiens, on y va. Alors par contre, c'est inconfortable parce que c'est pas notre spécialité de base, mais ça a été aussi une de nos forces, parce qu'on connaît nos limites, mais je vais y revenir. Par contre, par rapport à ce que tu demandes sur la posture, il y a quand même des choses qui se retrouvent... moi, par exemple, avant, j'étais cadre dans une petite moyenne entreprise, on était 250. L'image qu'on renvoie, c'est pareil qu'aujourd'hui dans une start-up où on est 3, 4, 10, je pense. Il s'agit d'être exemplaire et si tu veux pouvoir embarquer des gens, parce que tu demandes à des gens de faire des choses, forcément, je trouve que ça ne peut marcher que si toi, déjà, tu montres que tu n'es pas un rigolo et que tu sais de quoi tu parles. Donc il y a une nécessaire exemplarité, quoi. Je crois que c'est Albert Schweitzer qui disait ça, c'est l'idée locale, qui disait l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et ça, j'y crois vachement et j'ai découvert ça dans les années précédentes. Donc je m'y astreins. Donc ça, c'est un truc qui demeure même dans des grands groupes ou dans les startups. Après, la posture, là où c'est différent, c'est que on voit plein d'autres gens, donc la posture doit toujours être plus ou moins la même selon à qui on parle, parce qu'on ne va pas changer de personnalité. Mais ça, tu l'as beaucoup plus en startup et ça, c'est super enrichissant. Mais je pense qu'on en reparlera. Et alors, aujourd'hui, vous êtes sur le point de lancer une première ligne de production, d'ici quelques mois. On ne va pas donner de date précise. Ouais. Ok, on va rentrer dans la production. Allez, l'exercice, un peu de science-fiction dans le monde des startups. D'ici 5 ans, tu la vois comment, cette entreprise ? Tu la vois où ? Tu la vois fonctionner comment ? Alors dans 5 ans, j'espère qu'on tiendra à peu près notre prévisionnel, parce qu'au-delà de quelques années, c'est illusoire d'avoir un truc extrêmement précis, bien sûr, mais notre objectif à nous, c'est là, présentément, c'est d'abord de démontrer la pertinence du modèle de la première ligne qui va voir le jour là, près de Mulhouse, en 2025. Donc il faut réussir à produire au niveau de qualité attendu, ce qu'on a réussi à démontrer déjà à différentes échelles, mais maintenant à un stade industriel. Donc là, on sait qu'il y a un défi, tout ça, ça a été provisionné. Vous avez réussi à convaincre
Des investisseurs. Des investisseurs, Ouais. en faisant le compromis industrie-environnement. Exactement. Aujourd'hui, on a levé des fonds qui nous ont permis justement d'investir dans cette ligne. C'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, pour ne pas donner de chiffres bien précis, mais c'est des capex qui sont quand même lourds, surtout pour des startups. Donc on a réussi à convaincre un gros écosystème. Et notre défi, c'est donc de réussir à faire en sorte que cette ligne pilote tourne, et puis aussi de réussir à déployer, qui est un enjeu tout aussi important, parce que dès lors qu'on a montré que ça c'est pertinent, il ne faut pas s'arrêter à ça. Si on veut avoir un vrai impact, il faut qu'on en ait développé 5, 10, 40, sur tous les gisements qui le permettent, en France, en Europe, dans le monde peut-être. Donc dans 5 ans, on espère en avoir déployé une dizaine, et d'avoir un peu mieux précisé ce modèle de comment on se déploie, et surtout d'avoir, parce qu'on a plein d'idées en tête, mais on sait aussi qu'il ne faut pas se disperser. Donc j'espère qu'on va pouvoir en développer 2, 3 autres, comment on se déplace sur la chaîne de valeur, comment peut-être on va reparler demain de participer à de la plantation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut encore faire. La production de granulés à l'instant présent, j'espère que ça n'est que la première brique, quoi. D'accord. Donc peut-être pour revenir sur un a priori ou une vision qu'on peut parfois discuter quant au devenir de son entreprise à 5 ans. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est que dans 5 ans, si on a stabilisé le modèle, c'est déjà pas mal. Après, avec toutes les possibilités de diversification qui peuvent être offertes. Mais c'est 5 ans pour stabiliser. Alors, des fois, quand certains entrepreneurs se lancent, c'est 5 ans, c'est la boîte tourne, il n'y a plus de questions. Oui et non, parce qu'il faut qu'on stabilise le modèle, tu as entièrement raison. Mais il faut aussi qu'on se déploie et qu'on se réinvente, parce que dans 5 ans, si on a rempli les missions que je cite, qui sont déjà ambitieuses en soi, les 18 autres idées qu'on a en tête et que j'évoquais, il faudra qu'on les ait déjà classifiées, hiérarchisées, en disant tiens, là il y a un super business à faire. Avec encore une méthode d'ingénieur, et peut-être j'espère d'ici là un peu de folie, parce que ça m'aura appris un peu plus à foncer. Mais ouais, complètement. Il y a plein d'options dans ce domaine où on rentre, où en fait il y a tellement de choses à faire. C'est aussi pour ça qu'on s'était lancé dans ces choses-là. Hein. C'est que plutôt que d'essayer de faire ce qu'on savait parfaitement faire, c'est de se dire il y a 1 milliard de solutions qui sont nécessaires pour les territoires, pour les collectivités, pour les consommateurs, les particuliers, les entreprises. Elles ont besoin de solutions. On peut leur apporter, mais il faut s'y mettre, quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais. D'ailleurs, puisque tu parles des collectivités, elles ont la réputation d'être des partenaires qui ne sont pas forcément faciles d'abord. Alors non pas pour les personnes qui les composent, mais tout simplement pour des questions du type code des marchés publics, qui sont effectivement qui peuvent constituer des difficultés. Votre produit s'adresse beaucoup aux collectivités, enfin notamment. Dans un premier temps, tout à fait. Alors, est-ce que c'est si compliqué que ça, que de travailler avec les collectivités ? Non, encore une fois, oui et non, je viens toujours répondre un peu au milieu, mais parce qu'on entend souvent, surtout dans le milieu un peu start-up, que les acteurs publics, c'est compliqué, c'est lent, c'est inerte, il y a de la politique. Sincèrement, nous, on a beaucoup de plaisir à travailler avec les collectivités. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, c'est notre cœur de cible, parce que c'est des acteurs qui sont engagés dans ces chantiers-là de décarbonation, de se réinventer sur... Qui investissent beaucoup dans des chaudières bois. Oui, notamment des chaudières à granulés. Et on en contacte aujourd'hui beaucoup dans la région, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, dans tout le Grand Est. Mais de manière encore plus générale ou générique... Les collectivités, on en a besoin dans le milieu, on va dire, entrepreneurial, parce que c'est des acteurs qui ont la clé pour des chantiers. Par exemple, les collectivités locales, elles ont des chantiers comme les transports, le patrimoine bâti, le réseau d'élec basse tension, la chaleur urbaine, le froid urbain. Et donc, si on se disait tiens, on va pas travailler avec eux, on va travailler qu'avec les acteurs privés, on se ferme une porte sur plein de choses qui ont pourtant des besoins. Il y a un rapport qui est sorti récemment, je crois, mais aujourd'hui, de l'IFOR-CE, je crois que c'est un institut français pour le climat, qui disait que ces collectivités investissent beaucoup pour la décarbonation, mais que l'effort doit encore être doublé. Donc elles ont besoin forcément de solutions, parce qu'elles n'ont pas des fonds infinis. Donc nous, on a plutôt plaisir à travailler avec elles, on espère qu'on va encore en voir beaucoup, mais ça nous oblige à travailler aussi selon leur calendrier, il faut un peu s'adapter, quoi. Mais bon, des startups, on est fait pour s'adapter. Alors s'adapter à leur calendrier, à leurs critères aussi. Oui. Et parmi leurs critères, notamment dans les appels d'offres, on peut avoir la notion d'impact. La sélection d'entreprises à impact. Bien sûr. Alors tu l'évoquais tout à l'heure, vous êtes une entreprise à mission, vous êtes une entreprise à impact.
Bon, il est vrai qu'en ce moment, on a un peu de mal parfois à s'en sortir entre qui est ta mission, qui est impact, qui a un vrai impact au final, ou un impact concret. Comment tu le qualifies pour Omelia? Comment vous prenez en compte ce critère pour éviter de tomber dans une espèce de greenwashing ou impact washing, j'en sais rien, qu'on aurait tendance à vouloir utiliser tout simplement parce que c'est un critère aussi pour accéder à Intermarché. C'est une très bonne question parce qu'on se l'est encore posé ce matin avec Lucas et Aurélien sur tiens, comment on définit ce mot-là dans nos valeurs, etc. Et c'est une de nos valeurs, c'est l'engagement. Et dans l'engagement, on sous-tend en fait la rigueur qui est imposée par l'engagement, justement pour éviter des écueils comme en fait on est une boîte green, tout va bien, sauf qu'en fait on vend du charbon fossile, etc. C'est une condition sine qua non, je pense. Si tu veux vraiment avoir de l'impact, ça veut dire que tu es obligé d'être extrêmement rigoureux. Et avant même de faire des bilans économiques pour voir si ton truc est rentable, il faut faire un bilan carbone, un bilan azote ou ce que tu veux. Mais nous, par exemple, un bilan carbone, c'est une bonne unité pour tout ramener. Et c'est des choses qu'il faut faire régulièrement pour s'assurer que tu es dans les clous et que tu n'es pas en train de faire un effet rebond. Je prends un exemple, mais nous, le premier calcul qu'on a fait sur un coin de table avec Lucas au début, c'était de se dire, tiens, si on met ce process en place, qu'est-ce qu'on remplace et in fine, quel est le bilan carbone? Et s'il avait été mauvais, si en fait on faisait pire qu'avant, on aurait arrêté. Et même si c'était rentable, parce que c'est pas du tout la mission et on était très bien dans notre job d'avant, quoi. Donc je pense qu'il faut, pour être vraiment à impact, il faut constamment faire ça et puis être transparent. C'est une autre de nos valeurs, c'est diffuser largement ce que tu fais et ces bilans-là, quand bien même il serait mauvais. Parce que t'es pas astreint à être tout le temps bon, tu peux te viander une fois, mais tu es obligé par contre de montrer ce qui marche, ce qui marche pas. Donc là, vous vous orientez vers aussi une communication, une certaine forme de transparence. Ce n'est pas une obligation qui s'adresse aux entreprises type comme Melia. C'est pas en tout cas une obligation claire. Ça devrait d'ailleurs. Mais... Peut-être bientôt. Politique. À qui cette communication, alors, elle est destinée à qui? Parce que sortir des chiffres et rester assis dessus, bon, d'accord. Si vous sortez ces informations, c'est pour les adresser à qui? Est-ce que vous pensez que c'est un élément différenciant aussi sur les marchés que vous adressez? Alors, ça peut, mais j'en viens à ce que je disais. Pour nos clients, je pense qu'il faut d'abord remplir les premières conditions de... on est à peu près ISO qualité, ISO prix. Et je dis ça sans médire d'eux, mais parce que j'ai déjà des prospects qui m'ont dit, nous, ça nous parle beaucoup, on est prêt à faire des efforts sur ci, sur ça. Donc, vis-à-vis des clients, je dirais qu'il faut d'abord remplir la première condition et ensuite, c'est un énorme plus. Mais vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des acteurs publics, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de l'écosystème, c'est très important. On est dans un accélérateur avec qui on va mettre en place des indicateurs environnementaux qu'on doit remplir et qui vont permettre de mesurer notre activité autre que par simplement la croissance, le chiffre d'affaires, etc. Donc c'est quand même assez primordial. D'accord. Donc tu es assez tranquille si on dit que ton projet a impact. Tu es en capacité d'expliquer, l'illustrer, de le démontrer. Oui, mais tu as raison de souligner tout ça parce qu'effectivement, n'importe qui aujourd'hui pourrait se targuer d'être à impact, même si la réalité est tout autre. Il charge à nous de bien communiquer et de surtout bien calculer en amont, quoi. Vous savez le chiffrer. Ouais. Vous savez le démontrer. Exactement. Parfait, magnifique. C'est à peu près 4000 tonnes de CO2 qu'on doit éviter normalement par ligne de production qu'on va mettre en œuvre. Donc ça, d'ici 10 ans, 40 000 tonnes, c'est ça? Tu peux voir ça comme ça va dépendre. On l'espère. Dans 5 ans, pardon. Oui, tu parles de 10 lignes dans 5 ans. Non, mais on l'espère. Et ça va peut-être que la réalité sera tout autre une fois qu'on aura mis en ligne la première. Ça ne sera pas 4000, mais 2000 ou je sais pas quoi. Nous, les calculs qu'on fait, c'est ça à date. Et puis, on va suivre l'évolution peu à peu. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet, c'est que ces chiffres-là étaient plutôt bons pour nous, quoi. D'accord. C'était un des critères dans, tu sais, la notation d'ingénieur, c'était combien on décarbone. Ah ouais, exactement. Alors le projet se développe. Vous y avez, vous portez beaucoup le projet. Vous avez différentes parties prenantes, des financeurs, des partenaires, des clients déjà, les premiers clients. Vous avez aussi choisi de vous adresser à un écosystème pour vous accompagner dans ce projet, notamment Semia. Tu as participé. Vous avez participé à Starter Class, qui est une période de 2 à 3 mois pendant lesquelles il s'agit de challenger un petit peu son projet. Souvent, on nous dit que c'est une prise de temps. On prend du temps pendant cette Starter Class. On peut avoir des entrepreneurs un peu pressés qui nous disent « mais vous vous rendez pas compte, 2-3 mois,
Voilà. Alors, sans vouloir survendre le truc de façon objective, puisque nous avons une certaine relation du fait de Starter Class. On avait un superbe professeur pendant cette Starter Class, ouais. Je poserai toujours la même question quand même. Voilà, cette notion de prise de temps, à un moment donné, que ce soit pendant cette Starter Class ou de façon plus générale, où tu évoquais ce matin une réflexion que tu as eue avec tes associés, cette prise de temps, ce recul, pourquoi vous le prenez aujourd'hui? Pourquoi vous avez identifié ce besoin de prendre du temps, cette suspension un peu, cette réflexion parfois un peu effrénée qu'on peut avoir dans le cadre d'une start-up? Sincèrement et sans faire de la flagornerie, mais la Starter Class nous a pas mal appris ça, parce qu'on est arrivé très tôt, nous, dans notre projet en Starter Class, et donc tu te rappelles parce que c'était avec toi, avec des idées bien en tête, et je pense encore avec une approche très ingé voilà un produit, voilà une techno, ça y est, on est prêt, on y va. Et le fait de se dire, on va retourner un petit peu sur les bancs d'école. Alors juste une petite anecdote à ce sujet, je me souviens avec émotion de votre approche financière, qui consistait à dire, mais enfin on a lu tous les livres, on a lu plein de livres très intéressants sur comment établir un prévisionnel. Et pour autant, ça reste assez compliqué. Ah oui, ça c'est vrai. Donc une approche très volontaire, ok, on prend connaissance d'un certain nombre de concepts et de pratiques, etc. Mais l'application pose question. Ah oui, peut-être qu'en Starter Class, on pose la question de l'application. Ah oui, clairement. On avait lu un livre d'analyse financière qui est fait par mon beau-père d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé à comprendre des choses sur tout simplement la finance d'entreprise qui demeurait encore obscure parce qu'on avait oublié certains cours de centrale, mais ça nous a beaucoup aidé. Mais effectivement, on passait beaucoup de temps sur des sujets qui n'étaient peut-être pas les plus prioritaires. Et on était un peu, comme tu dis, je pense qu'on était pas mal dans ce syndrome de on est pressé, 3 mois, ça va être très long, etc. Et sincèrement, le fait d'avoir pris du temps et d'avoir un peu tout repris à zéro, et d'ailleurs, on a pivoté, nous, pendant cette Starter Class, comme on dit souvent par les startups, parce qu'on a laissé de côté certains trucs, on en a priorisé d'autres. Et surtout, on a vu le côté, il faut qu'on sorte un peu maintenant des ordinateurs, il faut qu'on aille voir les gens, parce qu'on allait déjà voir des gens, mais pas autant la partie client, où on se disait, ça c'est bon, on verra demain. On a appris énormément de choses comme ça. Donc prendre du temps, ça a été assez salvateur. Et depuis, on se l'impose beaucoup plus. De prendre du temps, d'aller voir des gens. Comme je disais ce matin, on a réfléchi avec mes 2 associés sur la valeur de l'engagement, etc. Parce qu'il y a certaines choses où, avant de communiquer, avant de s'engager sur un truc, il faut qu'on soit tous alignés. Ça nous évite pas mal d'écueils. Donc non, prendre du temps, ça a été salvateur. La Starter Class nous a appris ça, entre autres choses. Et pour ça, je remercie assez Semia parce que franchement, j'arrivais avec pas mal d'idées préconçues. Je me disais, ça va pas nous apprendre grand-chose, tout ça je connais bien, c'est bon, je sais faire une règle de 3. Non, c'est ok, il y a des trucs à prendre ou à pas prendre parce qu'on on est 10 projets, on a plein de choses qui sont différentes, mais ça ne doit pas être un exercice facile d'ailleurs d'agréger tout ça, mais on en ressort avec, et je ne suis pas le seul à le dire, tous ceux qui ont participé avec moi, on a fait des retours après quand on allait boire des bières, c'était assez similaire, quoi. Donc, il arrive qu'on boive des bières chez Semia. et un mot sur l'écosystème, je pense que d'ailleurs ça c'est une de nos forces depuis, je ne sais pas si c'est venu de la starter ou autre, mais on connaît nos limites. Ce que je disais avant, quand je disais on a changé de domaine, etc., on n'est pas des spécialistes de base des granulés. Maintenant, on connaît quand même pas mal de choses. On n'était pas des spécialistes à la base de biomasse, de haies, d'agroforesterie. On a suivi des formations, etc., mais on n'a pas 20 ans d'expérience dans le domaine. Par contre, on est des spécialistes dans je sais déployer un projet lié à la transition énergétique. Et donc, vous êtes bien positionné dans la chaîne de valeur par rapport à l'écosystème. Quelle valeur vous amenez au final? Exactement. Et savoir ses limites, ça nous a permis quand même de nous dire, OK, ça je sais pas faire, il faut que je me fasse encadrer, quoi. Il faut que je trouve la personne qui sait faire ça, qui sait faire ça, qui sait faire ça. Okay. Et on continue de le faire aujourd'hui dans une stratégie on frappe à toutes les portes, des gens qui peuvent nous aider sur ça. Et donc, Semia a été notamment assez salvateur là-dedans parce que c'est assez tentaculaire. Il y a plein de choses qui sont remplies sur l'industrie, sur le financement, sur des choses. Mais aujourd'hui, on continue de faire ça, quoi. Et ça nous sert beaucoup. Alors, Semia, ça t'apporte déjà donc une façon de structurer le projet. Alors souvent on a une image un peu fantasmée de certains incubateurs, parce qu'on a plutôt des incubateurs qui, quand ils communiquent beaucoup, c'est sur le côté à la cool de ce qui se passe dans l'incubateur. Oui. Alors je dis que parfois on buvait des bières chez Semia, mais comme ailleurs, évidemment. Maintenant que tu es dans l'environnement dans un incubateur, que tu le vois fonctionner de l'intérieur, au final c'est quoi ta vision? Je ne sais pas ce que tu en attendais en arrivant. Je ne sais pas si c'est ce que tu obtiens aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est différent. Quand on est dedans, ça ressemble à quoi, ces incubateurs? Je pense que c'est assez protéiforme. Il n'y a pas le cliché de
C'est que des startups dans la high-tech et qui font du baby-foot. Enfin, il y a un baby-foot là où on est, mais personne n'y joue. Et Lucas, d'ailleurs, c'est mon associé, ça le désole, parce que lui, il aime beaucoup ça, mais personne ne joue avec lui. Mais on avait une vision, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Je pense qu'on est rentré là. Et finalement, il faut vraiment voir ça comme un superbe support au-delà de l'écosystème dans lequel on rentre. Il faut vraiment voir ça comme une belle boîte à outils, et c'est pas parce que tu y es que tu nous flattes. Voilà, c'est ça. Et une boîte à outils, c'est pas un mauvais mot dans ma bouche, hein. C'est au contraire, on prend des trucs qu'on a à apprendre. Il y a des trucs qui nous servent à rien, des trucs qui sont très utiles. Et c'est là où faut pas hésiter. Et en fait, avant de rentrer dans la starter class, avant de rentrer dans Semia à l'époque, nous, on avait, et dans Quest for Change, et demain dans Quest for Bioeconomy, on avait déjà pris un peu le pas de contacter un maximum de gens, aller un peu partout, peu importe d'ailleurs est-ce que ça va nous servir ou pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on a un besoin précis avant d'interviewer cette personne qui a fait ce passage? Non, mais on apprend plein de choses, quoi. Et avec Semia, ça a été un peu ça. Donc, ce qu'on attendait d'incubateur, pas grand-chose, mais en fait, on a tiré énormément, quoi. D'accord. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Aujourd'hui encore, je sais pas dire, par exemple, ce que Semia va pouvoir m'offrir demain. Là, par exemple, on est sur des sujets d'industrie, ça nous a vachement servi. Sur des sujets levée de fonds, pareil. Sur des sujets market, encore récemment, commercial, on a eu un moment d'échange avec d'autres startups organisées par Semia sur comment je peux prospecter. C'est des choses qui, moi, initialement, m'étaient assez étrangères. Ouais. Il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans ces trucs-là, mais sincèrement, c'est souvent positif. Et puis, ça nous permet d'échanger avec d'autres startups. Et quand on se rend compte que... oui, justement, ce collectif. Ouais. Parce que vous n'êtes pas seul. Ah non. Il y en a quelques-unes, quelques autres. Ouais. Ce collectif, donc des échanges, on en retire évidemment ce qu'on peut en retirer. Mais c'est quoi? Il y a une forme de motivation intrinsèque qui se met en place entre les startups. Ça se passe comment? C'est quoi en quoi ça génère de la valeur, ce collectif, au final? Déjà, je pense qu'il y a une atmosphère qui est assez bienveillante entre startups d'un écosystème, parce qu'on sait qu'on passe, même si on a plein d'activités différentes, on passe tous par des trajectoires quand même assez similaires en termes de tiens, est-ce que tu as fait ci, toi tu as fait ça, tu as vu tel réseau, tu connais ça. Et il y a pas mal d'entraide. Le premier point, par exemple, nous on est dans un bâtiment avec plein de startups, on a accès à des locaux qui sont très bien et pour un coût qui est accessible à des startups. Quand tu es une startup et que tu es 2, 3 dans un petit bureau, le fait d'être 5, 6 startups comme ça, tu te retrouves un peu plus dans une ambiance de bureau où tu as l'impression d'avoir plein de collègues et tu peux faire des trucs ensemble. Et donc rien que ça crée un petit collectif. Et puis souvent, on va, tiens, j'ai une question, mais je sais qu'ils sont déjà passés par ça. On y va et en fait, on a la réponse en 2 secondes, quoi. Au-delà même de mise en relation, de choses comme ça. Donc il y a un engouement, quoi. Il y a un truc qui se crée. Là, récemment encore, je croisais une autre boîte qui s'appelle Arkeal, avec qui on se dit, tiens, on se rend compte qu'on a des problématiques similaires, il faudrait qu'on rééchange, quoi. Et je suis sûr que ça va encore nous amener des interrogations, des éléments de réponse. Donc c'est vachement positif, quoi. Et cette dynamique d'échange, tu la retrouves un peu dans cette filière bioéconomie qui est en train de se structurer? Ouais, carrément. En fait, ce que je cite avec Arkeal, effectivement, c'était dans ce cadre bioéconomique. Parce qu'au-delà de... ce que j'ai dit, c'est peu importe les activités, on a des choses à échanger, mais c'est sûr que quand on est dans des thématiques un peu plus proches, Arkeal, par exemple, ils font de la méthanisation. Nous, on est plutôt sur la partie sèche de la biomasse qu'on veut récupérer. Mais on est tous les deux dans la biomasse, la récupération de déchets, c'est de l'industrie, c'est du CAPEX. Donc, dès lors qu'il y a des thématiques similaires, forcément, on est sur des problématiques qui sont un peu similaires. Et donc, on peut un peu voir, tiens, comment t'as fait toi? Ou, moi, je connais quelqu'un dans la méta qui peut peut-être aider. Toi, t'as un gisement de bois, pourquoi pas? Oui, là, on rentre dans le dur. Hein, Ouais, complètement. mais c'est là où c'est intéressant d'avoir un truc bioéconomie où, en fait, on a des problèmes beaucoup plus proches. C'est un petit groupe de toutes les startups, mais ça nous permet un peu plus de trouver des éléments de réponse et ça accélère encore plus ces échanges, quoi. Donc c'est super intéressant et je pense que ça... donc ça se structure au niveau régional avec Quest for Bioeconomy, effectivement, là, qui va être lancé officiellement cette année, bien sûr. Laquelle Melia est adhérent, tout à fait. Voilà. Des retours d'expérience, tu as souvent évoqué la levée de fonds, à juste titre. La levée de fonds, c'est parfois l'alpha et l'oméga de certains porteurs de projets, de certains start-upers qui viennent nous voir en disant il faut que je lève des fonds, je veux un financement. C'est une évidence. On est bien d'accord. Maintenant, sur cette levée de fonds, on ne peut pas garantir le niveau d'une levée de fonds. Évidemment, on ne peut pas en garantir ni le délai de mise en œuvre. Donc, pour toi, quel retour d'expérience? Tu nous indiquais tout à l'heure que vous êtes en train,
ça se passe plutôt bien. On a fini, Voilà. on communiquera bientôt dessus, mais oui, nous, on est Voilà. au bout de ce truc. Mais d'ores et déjà, avant que tout soit signé, avant que tout soit versé, etc., est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur cette trajectoire que vous avez suivie pour réaliser cette levée de fonds? Ouais, carrément. Alors nous, effectivement, c'était une première levée de fonds qui nous permet de financer la ligne pilote. Et comme je disais, il y a un peu de CAPEX, il y a de la R&D, il y a plein de choses. Et on a fini, on est presque au bout là en fait, parce qu'on avait la chance qu'on avait, c'est qu'on n'était pas extrêmement pressé de finaliser une fois qu'on avait pu trouver les investisseurs, donc on a pris un peu notre temps. Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis c'est l'alpha et l'oméga des start-upers, parce que souvent c'est un des objets les plus obscurs quand on lance le truc. On dit lever des fonds, d'accord, mais comment, pourquoi, et souvent on aborde, je pense, pas ça de la bonne manière. C'est-à-dire un start-upper non éclairé. Je ne considère pas que je suis éclairé d'ailleurs, mais peut-être illuminé, mais c'est autre chose. Mais souvent on se dit tiens, faut que je lève des fonds, comment je fais? Et j'imagine que côté Semia, vous devez recevoir pas mal de gens qui ont dit coucou, comment je fais? Voilà. Ça arrive. Et alors même que, et ça, c'est un avis très personnel, hein, ça n'engage que moi. Quand j'ai commencé à rencontrer, avant même donc d'être dans Semia, à demander à chaque fois, tiens, est-ce que je peux avoir un contact, et je rencontrais des entrepreneurs qui avaient levé des fonds, entre autres, d'autres qui n'avaient pas levé, et je leur posais des questions de béotien, quoi. Comment tu fais, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, etc. Et avec Semia, ça s'est encore accéléré. Et aujourd'hui, ce que j'en retire, c'est qu'il faut avant tout se poser la question de quelle est la boîte que je veux créer. C'est, ok, quelle taille je vise, comment je veux me développer, etc. Nous, par exemple, on s'est posé cette question avec Lucas. Est-ce qu'on développe la techno, on fait comme on peut pour financer la première ligne et ensuite, voilà, ou est-ce qu'on essaie de go big or go home en bon français là et donc, on en est venu à l'idée de, non, si on a fait ça, c'est pour maximiser l'impact. Donc, dès lors qu'on a réussi à faire un truc, il faut aller le plus loin possible parce qu'on veut avoir un impact. J'en reviens au bilan carbone, etc. Et donc, ça nous a astreint à, il faut qu'on se développe vite, il faut qu'on lève des fonds, etc. Mais bon, il faut d'abord définir, tiens, qu'est-ce que je veux faire comme boîte? Parce qu'on aurait très bien pu faire une très belle PME et sincèrement, j'en aurais été très heureux. Et donc, il n'aurait pas nécessité forcément de lever des fonds. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors se dessine un peu cette trajectoire de, d'accord, il faut que je lève des fonds, mais pourquoi lever des fonds? Donc, une fois qu'on a essayé quelle boîte on veut faire, c'est quel est l'objectif de chaque levée, et alors seulement on commence je pense, à pouvoir bien utiliser l'écosystème Semia qui dit, regarde, je veux lever 400 000 € pour monter une ligne pilote, par exemple. Donc avant tout l'objectif de la levée, pas la levée pour la levée. C'est ça, et finalement il n'y a pas de trajectoire, et c'est pour ça sûrement que c'est un objet qui est assez obscur pour les nouveaux arrivants, c'est qu'il n'y a pas de bonne trajectoire ou de truc tout fait. C'est vraiment, je pense, le seul conseil que je peux modestement donner là-dedans, c'est qu'il faut aller voir un maximum de monde, poser un maximum de questions de béotiens sur comment tu as levé, qu'est-ce qui s'est passé, pour en tenir ensuite des grands principes. Alors, tu évoquais tout à l'heure quand même des fonds qui avaient certaines attentes, en tout cas des interlocuteurs financeurs potentiels qui ont des grilles de lecture, qui ont leur grille de lecture des projets, qui ont leurs critères, très certainement, des projets, leur temporalité également. Bien sûr. Et en même temps, là, tu nous dis que, avant tout, il faut aller voir avec un projet qui correspond à ce qu'on veut faire. Ouais. Alors, à un moment donné, se pose la question de la jonction entre les deux. Ah, mais c'est clair. Et cette jonction-là, est-ce que quel effort particulier ça a pu demander? Pas tant, parce que alors il faut effectivement rencontrer aussi des entrepreneurs et même des fonds un peu quand on dit tiens, on va faire des entretiens dans le conseil, tiens, je vais aller vers cette boîte parce que je sais qu'elle me prendra jamais, parce qu'en fait c'est pas le même domaine mais ça m'entraîne, etc. Nous on a un peu fait ça, pour être tout à fait franc, en allant voir des fonds, on se disait tiens, ils sont pas du tout industrie, donc il y a peu de chances qu'on a, mais ça va nous permettre d'avoir des retours d'expérience, et les gens étaient entraînés. Et les gens étaient hyper bienveillants, parce que ils disaient c'est un beau projet, nous c'est pas vraiment dans la thèse d'investissement, mais par contre, je peux vous donner ça, des billes sur ci, cela, etc. Et ça nous a bien servi pour dire, OK, voilà un peu ce qui est attendu. Est-ce que nous, ça colle ou pas? Effectivement, ça peut coller. On arrive alors, même pas à temps à ajuster, parce qu'il ne faut pas se dénaturer pour autant. Mais in fine, nous, ce qu'on a fait, alors nous, c'était pas, et c'est probablement une erreur d'ailleurs, parce que j'ai parlé récemment avec une personne d'un fonds qui m'a dit c'est dommage, vous auriez dû nous parler avant, parce que nous c'est un peu spécifique, et ça je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on avait en tête que tiens, avant même d'avoir des fonds pour la première levée, parce que c'est un petit billet, nous on voulait chercher par exemple 400 000 € initialement, finalement on lève un tout petit peu plus, mais on a fermé parce qu'on ne voulait pas lever beaucoup plus en fonds privés, après il y a des effets leviers, mais
on s'est dit, il nous faut d'abord, toujours dans la logique de on connaît nos limites, structurer un board, quoi. Structurer, se faire encadrer par des gens qui connaissent bien des domaines clés. Et donc, on a réussi à faire entrer un spécialiste de l'industrie qui a redressé plein de boîtes, qui va pouvoir un peu nous guider, nous piloter dans budget, planning, on avance, etc. Des spécialistes de la biomasse, des spécialistes des réseaux de chaleur, un spécialiste du granulé. Alors, ce board, c'était nécessaire pour convaincre ? Ou vous l'avez constitué tout simplement parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des éléments sur lesquels vous aviez besoin d'avoir recours à des expertises, des expériences de personnes qui donc constituent ce board aujourd'hui? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt c'est pas tant pour convaincre. Bon, ça peut être des cautions derrière pour d'autres, mais c'est aussi pour se dire, on sait qu'aujourd'hui on voit à peu près où aller, mais en fait, si on a un expert, par exemple, monter une industrie comme ça, c'est pas simple. On se fait accompagner par un expert en développement de lignes de granulation, qui a trouvé le projet intéressant, qui nous accompagne, qui est hyper sympa et qui est hyper calé. Lui, on l'a fait un peu rentrer. On a un spécialiste du granulé, ça a été vachement intéressant parce que ça a été notre premier pitch face à des investisseurs dans un club de business angel. Et on est arrivé en se disant, on va y aller, mais on savait qu'il était là. Donc on est bien d'accord, là tu es en train de parler de business angels qui ont une expertise par ailleurs et qui du coup s'intéressent au projet, peut-être dans une perspective de financement, mais aussi pour accompagner la structuration et le déploiement du projet. Exactement, c'est des gens qui sont, si on arrive à intéresser des gens, c'est cool. Et nous, on y allait d'ailleurs, on avait, encore une fois, pour parler des idées préconçues, on y allait en se disant, mince, il y a un spécialiste du granulé, on va se faire éclater. Il va nous dire, non, si ça va pas. Il a été génial, il a été hyper bienveillant. Il peut être bienveillant, oui, c'est ça. Exactement, et il était tout à fait aligné sur le constat qu'on dressait sur la ressource. Et depuis, on a une très bonne relation. Il y a plein de choses qui se sont passées avec le club de BA, etc. Mais en gros, aujourd'hui, ça me confirme dans mon idée qu'il faut absolument s'affranchir des idées préconçues et sortir, aller voir un maximum de gens dans tel truc parce que ça crée des belles rencontres et il y a de l'émulsion qui se fait. Oui, vous profitez de cette levée de fonds pour être dans une logique de logique de réseau aussi, de sourcer auprès de ces business angels ou BA ou tout autre profil dans ces organismes. Vous avez été chercher aussi des moyens de donner plus de maturité. Exactement, parce que on sait que ça nous permet, on avait à cœur en fait de se dire un des deux enjeux que je citais avant, qui est de faire une ligne pilote et de faire en sorte qu'elle marche, déjà c'est un sacré boulot. Et on a, grâce au tour qu'on a pu faire, on a eu la chance en fait d'avoir pas mal de gens qui voulaient investir et on a réussi à trouver donc des interlocuteurs cohérents, notamment des spécialistes industrie, biomasse, réseau de chaleur, etc., qui nous ont permis de créer un petit comité à notre demande, qui va, en gros, dont l'objectif, là, qui va se monter tout prochainement, dont l'objectif va être de nous aider à piloter cette usine. Dire, comment j'arrive à faire un truc qui tienne debout, quoi. Donc vous sortez de la levée de fonds avec des fonds, comme son nom l'indique, mais également un board d'experts pour vous accompagner dans le projet. C'est plutôt pas mal. Exactement. C'était valeur générée, pas forcément attendue au début de la démarche. Et c'était clairement l'objectif. Alors, on n'avait pas en tête ça, l'objectif quand on a démarré la levée de fonds. Je pense qu'on était très, il nous faut des fonds parce qu'on veut acheter des machines, c'est très ingénieur, quoi. Mais on s'est peu à peu rendu compte aussi, normalement, que on a des besoins, un truc. Et tiens, ça c'est super intéressant. Mais encore une fois, c'est que des rencontres, quoi. C'est que en allant voir des gens qu'on se dit, tiens, ça ce serait vraiment pas mal d'avoir cette personne avec nous. Et aujourd'hui, on a un truc qui tient vraiment bien la route. Et c'est d'ailleurs, je pense, une de nos plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir su embarquer avec nous ces spécialistes et d'avoir un truc qui en termes de gouvernance, ça a l'air pas trop mal, quoi. Donc on est assez content de ça, ouais. Bon, tu as l'air de te flageller un peu avec ta posture d'ingénieur, mais c'est bien d'être ingénieur aussi. Bon, aujourd'hui, tu étais ingénieur, tu l'es toujours, parce que je pense qu'ingénieur un jour, ingénieur, c'est en plus deux ingénieurs. Pour le meilleur et pour le pire. Au sein dans l'équipe de fondateurs. Aujourd'hui, c'est plutôt une posture de CEO que tu as, qui est attendue, tes interlocuteurs, et derrière ce gap peut-être peut-être y en a-t-il pas, tu viens de le dire, mais entre ingénieur et CEO, il y a cette question de posture entrepreneuriale. On est ingénieur, on est cadre dans une boîte, on peut avoir une posture entrepreneuriale déjà. Là, maintenant, elle est attendue. On a besoin d'en faire un peu la preuve, on a besoin d'en faire la démonstration, parce que les gens l'attendent. Donc ça, c'est une chose. Mais toi, cette posture entrepreneuriale, quelle évolution tu vois entre ta posture d'ingénieur cadre, dans une boîte plutôt installée, même si ce n'est pas le premier groupe mondial, mais une boîte plutôt installée, et aujourd'hui, posture de CEO d'une start-up avec un associé, un autre qui a rejoint l'entreprise.
C'est quoi cette évolution que tu perçois dans toi, ta posture? C'est difficile à dire. C'est toujours compliqué, les questions de posture entrepreneur. Ah ouais, non, mais c'est très compliqué. On doit un peu sortir du cognitif. Ça nécessite de savoir pas s'analyser, mais en tout cas de comprendre regarder ce qui se passe, en tout cas, et ce qu'on est en train de faire. Mais je suis pas... Enfin, peut-être que la posture a changé. Je ne sais pas si je suis le plus à même pour discuter ça, mais en fait, je sais qu'on se raccroche toujours un peu à ce qu'on connaît. Donc, par exemple, là, on parlait du comité stratégique. En fait, c'est aussi une manière de recréer l'écosystème qu'on avait dans un grand groupe où tu dois rendre des comptes à ton directeur général qui va te fouetter tous les 3 mois. Ah, tiens, tu vas dans le bon sens, etc. Tu te redonnes un cadre. Convient bien. Après, c'est parce que nous, Lucas et moi, et aujourd'hui Aurélien, vous êtes dans exactement la même ligne, on fonctionne bien comme ça. On marche vachement bien au bâton, j'ai envie de dire, on se donne un cadre dans lequel on essaie d'évoluer et où on sait que comme ça, on sortira pas trop des clous. Il y a des gens avec qui ça n'a rien à voir. Et je pense sinon la posture, pour moi, c'est la même au sens, je me suis pas forcément dénaturé, changé de truc et tout. Par rapport à ce que j'avais dans le groupe, où en fait c'est toujours la même chose. On manageait des gens de manière opérationnelle au RH dans un grand groupe. Pour les embarquer, encore une fois, faut être bon dans son travail, faut être rigoureux, faut savoir faire adhérer. Faire adhérer quoi. Alors peut-être que du coup dans une startup c'est d'autant plus vrai et pas juste pour des gens qui en fait sont obligés de t'écouter parce qu'ils bossent avec toi. Donc je dirais ça développe encore plus le côté relationnel et ce qui change énormément par contre, et là je réfléchis un peu en parlant, je pense que c'est ce besoin de justement aller voir un maximum de monde, où nous au début on était un peu là, on va commencer à poser des questions, puis finalement maintenant on voit des gens de tous bords, on peut parler avec un agriculteur, demain un fonds d'investissement, un maire d'une petite commune, un vendeur de grosses machines, et finalement auprès de tous ces gens-là, tu adoptes une certaine posture qui est assez naturelle, qui est moi je suis là, en toute humilité, je fais ceci, je fais cela. Je pense qu'il faut donc être humble, rigoureux dans ce qu'on fait, parce que parfois tu vas être mal reçu, on va te dire non mais votre truc ça marchera jamais les gars, c'est impossible, il n'y a pas assez de bois, ça peut pas marcher. Enfin on a eu plein des comme ça. Maintenant on a plein qui sont ah ouais ça fonctionne, c'est marrant quand même. Et revenez me voir. Ouais donc c'est ça. Donc la seule vraie différence je dirais c'est que on est un peu plus dans faut tout faire soi-même. Donc on touche à plein de choses et on voit plein de gens différents. Et dans le touche à plein de choses effectivement il y a aussi le côté maintenant avant, j'avais service support pour le RH. Avant, j'avais un service support pour ça. Maintenant, c'est Bibi qui fait tout. Et c'est super intéressant. Et puis, il faut savoir aussi, c'est là aussi où c'est mis à tête bien. Nous, par exemple, au RH, on disait, on a managé plein de gens, mais on n'a jamais vraiment fait le recrutement from scratch, quoi. Et donc, en 2 jours, on avait une personne RH qui est venue nous voir. On a fait tout un planning. Ah, ok, il y a tout ça. C'est super, quoi. Donc, la posture, elle change vraiment de par le besoin, quoi. Ok. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Mathias. Merci.